Bien, bonjour. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc, je suis Henri Boucher, je suis directeur associé de Xelia et j'ai en charge la direction produit innovation, en particulier sur la marque Diapaz. À ce titre, je vais animer aujourd'hui cette table ronde. Un grand merci à nos invités d'avoir bien voulu contribuer. On va faire un petit tour. Je vous invite à prendre les micros et je peux même vous en rajouter. Vous présenter rapidement et puis ensuite on pourra commencer sur le thème de la Modern Workplace. Philippe. Je commence. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Agazi, je suis DSI de CMS Francis Lefebvre Avocat depuis un peu plus de 10 ans. Et je suis également président du CIJ, qui est le Cercle Informatique Juridique, qui regroupe une soixantaine de cabinets d'avocats, de DSI de cabinets d'avocats. On échange sur des pratiques autour de l'évolution des technologies pour les avocats. Voilà. Merci. Bonjour à tous, François-Xavier Langlais. Donc moi je suis associé du cabinet Quantique Avocat et également depuis récemment coprésident de la commission logiciel et numérique de l'ACE. Je crois qu'il y a des questions à ce sujet sur le travail qui est effectué par l'ACE sur le plan digital tout à l'heure. Geoffroy Canivet, associé fondateur du cabinet 186 Avocats. J'ai prêté serment il y a une dizaine d'années et fondé il y a 7 ans le cabinet 186 avec un associé, puis d'autres nous ont rejoints. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine d'avocats et 25 en tout entre Paris et Nantes. Je suis également chargé de mission par le bâtonnier de Paris depuis 3 ans pour développer différents services et notamment le service des sports, puisqu'on a beaucoup d'avocats sportifs. Et j'aurai l'occasion de revenir dessus par rapport à notre sujet du jour. Bonjour à tous, en ce qui me concerne, je suis Olivier Dosseret, je travaille à la direction juridique de Microsoft France. J'ai une formation de droit des nouvelles technologies et données personnelles. J'ai travaillé dans le luxe, dans les médias et j'ai rejoint Microsoft il y a quelques mois. Au sein de la direction juridique France, qui donc rassemble 4 personnes et qui est en charge d'accompagner les équipes commerciales dans la négociation des deals pour tout ce qui est passage dans le cloud, utilisation d'outils d'intelligence artificielle et transformation digitale. Merci à tous les 4. La Modern Workplace, si on reprend les 3 mots-clés qui ont été employés tout à l'heure par Jérôme, c'est l'efficacité, c'est la collaboration, c'est la sécurité. On va essayer de discuter tous ensemble pour rentrer un petit peu dans le détail, rentrer dans le concret et voir justement comment dans vos usages du quotidien, vous avez rencontré ça. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus connectés. On a parlé de ces liens en réseau. Tout le monde se parle. On est de moins en moins organisé en silo avec vraiment des cloisonnements verticaux. On a beaucoup plus d'horizontalité. On est de plus en plus mobile, des besoins justement d'accès à distance à l'information. Alors qu'avant, nous étions fixés sur un seul et même endroit. Et nous communiquons énormément. Alors, Olivier, je vous propose de garder la parole puisque vous l'aviez en dernier. Est-ce que, en tant que représentant de Microsoft ici sur cette table ronde, vous pouvez, en quelques mots, nous redécrire la vision de la Modern Workplace par Microsoft ? Tout à fait. En fait, c'est une approche qui repose, comme vous l'avez dit, au moins sur 2 piliers. Le travail collaboratif d'une part et l'accès à distance d'autre part. C'est vrai qu'en tant que professionnel du droit, on est tous confrontés à une surcharge d'informations, à un volume d'emails et de sollicitations qui va croissant. Ces nouveaux outils qui nous permettent de travailler à distance, de travailler de n'importe où, en ayant accès toujours à nos dossiers, d'être toujours capable de communiquer. C'est un vrai changement par rapport aux expériences que je peux avoir dans le passé. J'ai vu des grosses différences dans la façon de travailler. Ça redispatche un peu les cartes sur la façon de collaborer entre les différentes équipes, d'échanger en externe. Ça permet effectivement, à partir de n'importe quel appareil, d'avoir accès à l'ensemble de vos dossiers en temps réel, de pouvoir faire des modifications et également de travailler de façon collaborative, comme l'expliquait votre collaborateur tout à l'heure. Ça permet d'ouvrir des documents et de travailler tous ensemble autour d'une même version sans avoir des problématiques de perte de données, sans avoir des problématiques de j'ai travaillé sur une version du document et l'autre en parallèle a fait ses commentaires dessus et du coup on ne sait plus très bien quelle est la bonne version. Il y a tous ces aspects-là qui changent. Travail collaboratif aussi parce que ça intègre des nouveaux outils, des outils type Skype ou Teams qui permettent de faire des conférences, des réunions en ligne, donc qui favorisent vraiment le prise de parole, l'échange et le contact.
Et puis tout ça dans un univers sécurisé. En tant qu'acteur du cloud, on est obligé de mettre en place des mesures de sécurité extrêmement élevées pour rassurer nos clients, évidemment, et puis protéger leurs données, puisque c'est leur bien le plus précieux. Voilà, donc c'est une nouvelle façon de travailler. On est dans un environnement qui est changeant, parce que notre secteur professionnel est confronté à de nombreux défis, notamment l'arrivée des nouvelles générations. On parle beaucoup des millennials. C'est ça qu'on se retrouve dans des configurations, dans les cabinets d'avocats, où il y a des avocats associés qui peuvent avoir un âge assez avancé, et qui se retrouvent confrontés à des nouvelles générations qui ont une appétence pour les outils digitaux et tout ce qui est collaboration. Donc c'est extrêmement intéressant. Je trouve qu'on vit vraiment une époque de changement, avec tout ce qu'elle peut avoir à la fois d'effrayant, mais aussi de passionnant. Très bien, merci beaucoup. Philippe, est-ce que je crois savoir que chez vous, vous avez lancé un projet l'année dernière, alors qu'il n'y avait pas tout à fait ce nom-là. Je crois que c'était la Digital Workplace. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quelle était la genèse de ce projet? Oui, alors effectivement, on a lancé il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Un peu plus de l'année dernière. On a 2 ans et demi. On a dans le cadre du remplacement et du renouvellement de nos contrats avec Microsoft. Donc nous, chez CMS, donc c'est à peu près 1000 personnes. Et il y a 2 ans et demi, on était en environnement Office 2010 avec toute notre messagerie hébergée chez nous, donc on-prem. Et ça représentait à peu près 10 Tera de données, avec une croissance, certainement comme chez tout le monde, assez exponentielle des emails. Il y a 2 ans et demi, on s'est dit, réengageons-nous avec Microsoft donc sur un contrat de 3 ans. Et est-ce qu'on en profite pour migrer vers Office 365 et migrer notamment tous nos mails vers Office 365? Donc évidemment, on a pris cette orientation et on s'est dit comment on aborde ce projet. Est-ce qu'on l'aborde comme un projet technique où je migre nos emails, je dis aux avocats, voilà, vous allez avoir une nouvelle messagerie avec des nouvelles fonctionnalités, ou est-ce qu'on a une autre approche plus orientée sur les usages et on va dire aux avocats, on va vous présenter votre nouvel environnement de travail, basé autour, ce que disait Henri, basé autour de la mobilité et autour de solutions collaboratives, donc autour de tout ce qu'on retrouve dans la suite Office 365. Donc le projet est né de là. À l'époque, on l'a appelé effectivement Digital Workplace, donc c'était le nom de notre projet. On a fait faire des vidéos qu'on mettait sur nos écrans pour expliquer aux avocats ce que ça allait apporter. On a vu avec le temps qu'on est revenu sur un nom plus classique, Office 365. Ça reste plus parlant pour les avocats, mais la base du projet, effectivement, aujourd'hui, toutes nos communications se font autour de ce nom, Digital Workplace. L'idée est vraiment d'apporter, encore une fois, des nouveaux usages, de la simplicité dans l'utilisation des solutions. Effectivement, ça a pris du temps à se mettre en place parce que c'est vrai que quand on voit la solution Office 365, c'est assez attractif. Après, quand on migre d'un environnement on-prem vers un environnement dans le cloud, ça prend un petit peu de temps, quoi. Et quelle a été l'implication justement des avocats eux-mêmes dans ce projet? Alors, l'idée était d'embarquer un maximum d'avocats. Donc, on a fait d'abord au sein de la DSI un certain nombre de tests pour vérifier que la suite Office 365 fonctionne avec l'ensemble de nos applications, nos JET, notre ERP, etc. Et puis, on a travaillé ensuite avec un groupe d'avocats. On leur a demandé de tester, on a fait un pilote pendant 2-3 mois et on leur a mis l'ensemble des outils à leur disposition. On s'était dit comment allons-nous mettre en place notre Digital Workplace? Est-ce qu'on met tous les outils en même temps? Est-ce qu'on cadence la mise en production? Donc on a pris plutôt cette deuxième option. On est parti d'abord autour de la nouvelle... le remplacement d'Outlook avec toutes les nouvelles fonctionnalités, notamment de stockage. Et puis on a intégré ensuite d'autres fonctionnalités. On est en train de travailler maintenant sur OneNote. On a plus de réflexion sur OneDrive pour bien gérer la sécurité entre OneDrive et Node-JED. Et puis tout ce qui est évidemment autour de la communication et de Skype. Donc là, c'est quelque chose qu'on a généralisé. Et encore une fois, vous parlez de Teams et comment collaborer avec nos clients. Ça, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit. On est en train de faire des POC autour de cette solution. Encore une fois, avec une maîtrise de la sécurité, parce que, je dirais, la facilité d'accès à ces outils fait au sein de la DSI, on a tendance à perdre le contrôle de ce qui est fait, et notamment la fuite d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos données sont stockées dans une JED, et le fait de pouvoir créer des Teams avec les clients, on est en train quand même de contrôler ce que font les avocats pour que les données restent quand même propriété du cabinet, quoi. Donc un travail vraiment
comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui en mode agile, hein, on a intégré les avocats pour qu'ils nous disent exactement ce qu'ils attendaient de ces solutions et voir comment au quotidien ça leur permet de gagner du temps. Merci. Geoffroy, vous-même, je crois que vous êtes organisé en multisite. Donc j'imagine que ça aussi, ça fait partie de la Modern Workplace, comment on travaille de manière efficace, collaborativement, alors que nous sommes répartis sur plusieurs sites. Oui, alors je reprends l'intervention de Cyril tout à l'heure, et merci de nous avoir cité en exemple. C'est sûr que c'est un peu la récompense d'efforts pas si compliqués de stratégie sur la manière de gérer le cabinet. Je vous raconte ça parce que ça a nécessairement une incidence sur le travail en multisite. Donc pour rappel, nous sommes une structure de ce qui est le plus traditionnel puisque nous sommes en ARPI, au nombre de 7 associés, dont un associé nantais qui dans cette très belle ville, anime un bureau. On a d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais on a eu la chance de pouvoir acheter nos bureaux qu'on exploite par justement 186 services. Vous avez donc cette structure traditionnelle avec les associés et leurs équipes et une structure purement entrepreneuriale pour gérer le cabinet. Donc le premier objet de cette structure, c'est un peu comme une société civile de moyens, en plus d'entrepreneurs qui gèrent le cabinet, qui gèrent les services, du secrétariat général aux fournitures jusqu'à justement ce qu'on appelle le point de la DSI, des systèmes d'information, de la GED, des logiciels justement de communication pour communiquer entre les sites, entre toutes les équipes, sans forcément avoir besoin de se voir. Le deuxième objet, c'est de développer un petit peu plus, alors c'est pas le sujet, mais de développer un peu plus l'image du cabinet, le marketing, et puis développer aussi le talent des avocats qui ne sont pas qu'auxiliaires de justice, mais qui peuvent aussi être des formateurs, des coachs, des gestionnaires de projets. Et enfin, le troisième objet, c'est vraiment, c'est un petit peu, on est au cœur du sujet avec ce très beau site de Microsoft, c'est vraiment de se projeter, de voir un peu de prospective et d'imaginer comment est-ce qu'on peut aller au-delà de notre vocation simple, de notre métier d'auxiliaire de justice, et plus encore que l'entrepreneuriat, imaginer les solutions de demain. Donc je vais pas revenir sur les enjeux d'intelligence artificielle, technique et technologique, mais pour revenir justement sur le travail en multisite, ou même en multisite, en multi-équipe, le fait de pouvoir développer des systèmes d'information très classiques, notamment Skype. Alors on va vous parler aussi de Teams, d'un serveur et d'un cloud intelligent géré par un logiciel maîtrisé par tout le monde, nous permet d'optimiser vraiment le fonctionnement du cabinet. Et pour terminer, ce qui a été très intéressant ces derniers mois dans l'expérience, c'est que je reprends la pyramide ancienne version de Henri et nouvelle version. Et d'ailleurs, j'étais ravi de voir ça. C'est que nous, avocats associés, avons désormais les moyens de développer concrètement nos clients, les dossiers, le travail quotidien avec des collaborateurs qu'on a recrutés et qui sont impliqués et talentueux parce qu'ils savent qu'ils ont le nez dans le dossier et un rapport avec le client et aussi un rapport avec les équipes, non pas au-dessus mais à côté. 286 services, que sont nos assistantes juridiques, que sont d'autres collaborateurs de 286, ou même les stagiaires et les élèves avocats. Et chacun a un rôle bien précis. Je vous apprends rien, hein, chers confrères, mais a vraiment son rôle bien précis de telle sorte qu'il n'y a aucune perte de temps dans la gestion du dossier, de son appréhension et de l'approche client jusqu'à sa facturation effective. Et tout ça peut se gérer aussi bien à Paris ou à Nantes, c'est-à-dire qu'on peut confier un dossier à un collaborateur nantais, que l'assistante nantaise est aussi sur les mêmes systèmes d'information. Et résultat, il n'y a pas de... c'est un peu le maître mot chez nous, et j'en ai terminé, c'est pas de territorialité, quoi. Les Nantais sont Nantais parce qu'ils sont à Nantes, mais chez 180... Du coup, ça s'est éteint. Voilà. Merci Geoffroy.
La technique qui se venge. François-Xavier, est-ce que vous pouvez à votre tour nous parler un petit peu de votre cabinet, de votre organisation? Et on avait discuté en préparant cette table ronde du concept même du télétravail et finalement de ce que pourrait être le cabinet de vos rêves. Oui, bien sûr. Déjà, je suis ravi d'intervenir, notamment à côté de Geoffroy, parce qu'en fait, on était ensemble à l'école d'avocats, on était dans le bureau d'association des avocats. Je trouve ça assez amusant de se retrouver ensemble, de discuter de nos évolutions. Alors nous, en fait, on a fait un choix différent du cabinet 186 avocats avec mon associé. Donc, on a fondé le cabinet. Donc, nous, on est une structure entre guillemets boutique, comme il y en a beaucoup. On est sur 3 pôles d'activité que sont la propriété intellectuelle, l'informatique et les données personnelles. Alors, pourquoi le choix d'une structure boutique ? En fait, ça a été une grosse réflexion. Au départ, en fait, on s'était dit, moi, à l'époque, j'avais la possibilité d'une association dans un gros cabinet. Je me dis, non, mais en fait, je veux mon cabinet, je veux être indépendant, je veux pas être forcément rattaché géographiquement à un cabinet à Paris. Je veux être mobile, je veux avoir la possibilité de travailler de n'importe où plus tard, de bouger. Et j'avais peut-être à tort l'idée que d'être dans une grosse structure, je serais rattaché territorialement. C'était le premier truc. Et le deuxième volet aussi, c'était en étant un petit cabinet, je m'étais dit, voilà, la prise de décision peut être très rapide au sein du cabinet dès lors qu'on veut prendre des décisions, peut-être à tort, hein, je ne sais pas. Du coup, la première chose qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a cherché, en créant le cabinet, une solution qui nous permette de gérer vraiment toute l'activité du cabinet, une seule et même solution. Je sais que dans les cabinets où j'avais pu travailler à l'époque comme collaborateur, donc on utilisait les logiciels assez classiques qui permettaient de gérer notamment la facturation, mais surtout les logiciels étaient surtout utilisés uniquement pour les dossiers à la facturation. Nous, on cherchait vraiment une solution qui nous permet de gérer toute l'activité du cabinet, c'est-à-dire non seulement les dossiers, la facturation, les clients, mais aussi tout ce qui est CRM en fait, gestion de la relation client, avec la possibilité d'identifier très clairement nos prescripteurs, nos sources de prescription, des rapports d'activité en fonction des prescripteurs chaque année, la possibilité aussi d'avoir un outil qui nous permette de faire de la communication, d'envoyer des newsletters, etc. Parce qu'au début, on avait commencé à utiliser par exemple une solution Mailchimp d'un côté pour envoyer des newsletters, pour envoyer des communications commerciales. En fait, on s'est dit non, c'est trop compliqué, on ne veut pas utiliser plusieurs outils, on veut utiliser un seul et même outil. Et il faut avouer en fait qu'on a rencontré plusieurs éditeurs sur le marché et la solution qui nous a vraiment convaincus en termes de possibilités pour gérer toute activité du cabinet à distance, c'était la solution Diapaz avec Office 365 parce qu'on peut vraiment gérer à distance toute activité du cabinet. Et puis on peut vraiment travailler aussi dans un mode collaboratif, même si on n'est pas sur place. Alors pour rebondir sur la question du télétravail, oui, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Par exemple, notre assistante, elle est au cabinet que 2 jours par semaine. Elle gère tout elle gère énormément, elle travaille beaucoup à distance, justement sur le logiciel, puisqu'elle a été formée à l'outil, elle le maîtrise parfaitement aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. Je dirais que la solution de télétravail aussi, elle est très adaptée à son profil d'activité. Aujourd'hui, sur nos domaines d'activité, on est sur un profil de clients qui sont des groupes ou des clients avec des cabinets à l'étranger, ce qui fait qu'en fait, en pratique, aujourd'hui, les clients, on les voit très très peu. Donc en fait, on peut vraiment tout gérer à distance sans être attaché à un point physique si on a un bon outil qui permet de le faire. Après, qu'est-ce que serait le cabinet de mes rêves? Bon, alors la première réponse, c'est celle qui n'est pas possible, ce serait de faire un tour du monde à la voile en gérant mon cabinet sur le bateau. Mais ça, j'ai pas encore trouvé la solution. La deuxième réponse, ce serait le cabinet de mes rêves, déjà, c'est celui qui permet, et c'est ce qu'on essaie de commencer à mettre en place, de gérer vraiment toute l'information de partout à distance, c'est-à-dire que n'importe qui puisse travailler sur un dossier, reprendre un dossier, comme tu le disais tout à l'heure, tu as un associé à Nantes, un collaborateur, et qu'il ait la possibilité, par exemple, de travailler sur un dossier immédiatement qui était géré par une autre personne, avoir accès à toutes les informations en temps réel du dossier, etc. Et puis aussi, je pense que le cabinet de mes rêves, c'est évidemment celui où on a un vrai confort de travail, notamment. Alors, je pense que le télétravail, c'est bien, mais il ne faut pas que du télétravail. Il faut une part de télétravail, mais c'est aussi important d'avoir
je dirais un point physique, parce que c'est ça aussi qui permet de créer une cohésion d'équipe, de voir aussi des gens en présentiel. Il faut vraiment mêler télétravail et présentiel, et d'avoir un confort de travail avec des locaux où on peut s'isoler quand on a besoin de travailler seul sur un dossier, ou avec des espaces, je dirais, collaboratifs où on peut travailler en équipe. Aussi des espaces où on peut se détendre, se reposer. Enfin, c'est vraiment un peu tout ça. Très bien. Merci beaucoup. C'était très complet, ces deux visions entre le multisite, le télétravail. Vous, finalement, Olivier, en tant que juriste chez Microsoft, comment au quotidien vous vivez justement cette Modern Workplace? Quels sont les usages que vous avez mis en œuvre dans votre service? Je me retrouve dans les discours qui ont été exprimés autour de cette table. Nous aussi, on a énormément de télétravail. Du coup, nous aussi, ça nous demande de travailler depuis n'importe quel endroit, notamment de chez nous. Et c'est vrai que cette flexibilité, elle se ressent dans les outils qui sont mis à disposition. Les outils d'Office 365 reposent sur la technologie du cloud. Autrement dit, le fait pour nos clients d'héberger des données chez Microsoft et de pouvoir y accéder en temps réel de n'importe où. Donc on a tout un tas d'outils. On a d'une part la suite Office 365, ce qui est normal, parce que quand vous travaillez chez Microsoft et que vous demandez la mise en place de telle ou telle solution de gestion de contrat qui n'est pas un produit Microsoft, on vous dit mais non, Office 365 le fait très bien. Donc c'est un non-sujet. Donc il y a la suite Office 365 et ensuite il y a des outils que nous, équipe juridique, avons développés pour répondre à nos besoins, mais qui sont à nouveau basés sur Microsoft, enfin, sur les outils Microsoft et notamment Azure. Sur la suite Office 365, elle est composée de différents produits, donc classiquement Word, Excel, PowerPoint. Sur ces produits-là, on a ce qu'on expliquait tout à l'heure, on a la possibilité de travailler en temps réel de façon partagée. Donc ce qui facilite un peu les négociations, parce que combiné à des outils type Teams ou Skype, ça vous permet d'organiser des conférences en externe et d'avoir des négociations un peu en temps réel, de projeter tous les documents, de suivre les modifications sans nécessairement avoir besoin d'être physiquement dans le même bureau, dans les mêmes locaux. On a aussi des outils, voilà, Teams et Skype, c'est extrêmement simple, ça nous permet d'éviter que sur les postes de travail physiques, on ait besoin d'un téléphone fixe, on est tous équipés de téléphones portables, donc on est tous mobiles, on peut tous tenir des réunions depuis n'importe où. On a aussi la possibilité d'enregistrer ces réunions. Ça fait que, en fait, comme on est un groupe international, on a des problématiques de différence d'horaire. Donc, notamment quand on a nos collègues qui sont sur la côte ouest américaine et qui font un meeting à 23 h, on a toujours l'option de se dire je ne vais pas à ce meeting, mais je regarderai demain matin l'enregistrement dans le métro, permettre de le télécharger sur son téléphone et d'écouter un peu ce qui a pu se dire. Donc, vous arrivez au travail, vous avez déjà une première source d'information, vous n'avez pas besoin de le rattraper sur vos heures de travail. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des outils de traduction automatique, parce que les outils Microsoft intégrant des algorithmes d'intelligence artificielle, on est de plus en plus orienté vers la reconnaissance de voix et la conversion en texte, et notamment tout ce qui est Skype Enterprise ou PowerPoint qui permettent d'avoir des sous-titres en temps réel. Vous vous exprimez, vous êtes automatiquement sous-titré, donc ce qui permet d'avoir des meetings dans des langues étrangères, parfois des accents qui sont un peu forts, et d'avoir une retranscription textuelle en temps réel. On a également des outils type OneDrive qui sont des outils de stockage et qui permettent de mettre à disposition un nombre extrêmement élevé, je crois qu'il y a 99 gigas de stockage de données par utilisateur, ce qui est extrêmement important, parce qu'avant, dans les entreprises où j'étais, on avait un nombre beaucoup plus faible d'espace de stockage qui imposait des tâches d'archivage qui étaient extrêmement fastidieuses et pas vraiment très intéressantes. Là, on a la possibilité à la fois de mettre en ligne ces fichiers, de les partager en donnant des accès que ce soit aux gens à l'intérieur de chez Microsoft ou en externe. La possibilité, ce qu'on rappelait tout à l'heure, d'avoir un écosystème interfacé, ça vous permet d'éviter d'avoir une brique de messagerie qui est chez un éditeur, une brique de suite bureautique qui est chez un autre, la gestion de vos serveurs qui est chez un autre opérateur. Là, comme tout est interfacé, vous pouvez avoir des passerelles et vous pouvez directement, à partir d'Outlook, avoir un lien extrêmement simple qui vous permet d'envoyer un lien vers tel ou tel fichier. La personne le reçoit sans avoir besoin d'avoir une pièce jointe. Elle a directement accès au document et peut faire directement ses modifications. Si jamais il y a un problème, vous pouvez remonter dans le temps et annuler les modifications puisque vous êtes propriétaire du document. Il y a également toute la plateforme Teams, qui est une plateforme de travail collaboratif qui permet de centraliser toute la documentation qu'il peut y avoir sur un projet. Ça fonctionne par groupe. Vous avez des groupes sur tel projet, le lancement d'une nouvelle plateforme, un nouveau client, un nouveau chantier interne. Ça permet de rassembler à la fois tous les échanges puisqu'il y a une fenêtre de chat. Ça permet aussi de communiquer puisqu'il y a des fenêtres de conférences audio-vidéo. Ça permet de rassembler la documentation. Et au final, ce sont vraiment des lieux de travail collaboratif.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des SharePoint aussi, énormément de SharePoint, parce que chez Microsoft, comme on est une organisation, ici on est Microsoft France, donc on est une filiale, on travaille énormément avec les États-Unis, c'est Microsoft Corp. Globalement, dans notre organisation, Corp définit la politique contractuelle et les outils. Nous, on est un peu en rôle plutôt d'exécutant, mais on a besoin d'énormément échanger, notamment pour tout ce qui est négociation contractuelle. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une politique contractuelle harmonisée en fonction des pays. Et du coup, on est souvent amené à échanger sur des points durs dans les négociations qu'on compte ou sur des points d'interprétation. On a mis en place des SharePoint avec des workflows et on a une équipe aux États-Unis qui est dédiée pour répondre aux questions qu'on peut avoir, nous, sur le field. Et donc, on leur remonte, ils ont un SLA de 24 heures. On leur dit, voilà, telle négociation, j'ai une problématique au regard du GDPR. Est-ce que voilà la position du client, voilà ma recommandation, est-ce que je peux avoir un arbitrage? Et en 24 heures, on a une réponse. On a également un SharePoint pour tout ce qui est gestion des contentieux qui nous permet de partager notre documentation sur tel ou tel sujet et d'avoir un moteur de recherche qui est suffisamment fin pour retrouver à la fois le contenu de ce qu'on met dans les messages, mais également le texte qui peut être dans les pièces jointes. Et encore une fois, l'objectif, c'est de partager l'information entre le field et le niveau global. On a également des SharePoint un peu d'informations internes. On est extrêmement sollicité, on est une toute petite équipe, on est extrêmement sollicité. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sujets récurrents, notamment les problématiques de confidentialité, notamment qui peut signer cet accord de confidentialité, ce MOU. Donc on a mis en place un SharePoint sur lequel on a des espèces de fiches de rappel de bonnes pratiques, qui peut signer, qu'est-ce qu'un accord de confidentialité, qu'est-ce que la compliance. Il y a tout un tas de thèmes qui sont traités dans ce SharePoint, et également la mise à disposition de modèles de contrats qui permettent à nos opérationnels, plutôt que de nous saisir, et nous derrière on a un travail de relecture et de modification, de demander la génération d'accords de confidentialité sur la base des templates Microsoft. Ça permet de gagner du temps, sachant que ces outils sont également interfacés avec des solutions de signature électronique. Ça permet d'avoir un gain de temps qui est vraiment appréciable, et en plus ça nous permet de nous soulager d'un tas de tâches récurrentes et à faible valeur ajoutée, et qui nous permet de nous concentrer un peu sur des deals un peu plus stratégiques où vraiment l'intervention d'un juriste est souhaitée. C'est très riche. Merci. Très riche. Je termine juste sur un tout dernier truc sur les outils qu'on a mis en place qui ne sont pas d'Office 365. On a un petit bot qu'on a développé qui nous permet, plutôt que d'avoir une plateforme qui est un peu à sens unique, de poser des questions et d'avoir des réponses, ce qui rend en fait l'expérience un peu plus vivante. C'est basé sur Microsoft Azure. Très bien, merci beaucoup, c'est très très riche. Henri, je voulais juste apporter un petit complément, parce qu'on a beaucoup parlé de mobilité. Ça tombe bien, j'allais vous donner. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, c'est vrai qu'aujourd'hui la mobilité, c'est plus vraiment un sujet, et ça doit être, tout le monde doit pouvoir travailler en mobilité. Je crois qu'une vraie différence qu'il y a eu au niveau notamment d'Office 365, parce que la mobilité, dans nos cabinets, on avait avant Office 365, on travaillait déjà en mobilité, avec des solutions comme Citrix ou des solutions de VPN qui permettent aux avocats de travailler à distance. Par contre, la vraie révolution, c'est qu'aujourd'hui, on s'affranchit du device. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos avocats sont sur leur iPad, sur leur téléphone, on récupère complètement le même environnement de travail, sans que ce soit géré par la DSI. Et ça apporte quand même beaucoup plus de souplesse. Avant, je devais avoir mon PC connecté via un VPN pour pouvoir accéder à mon information. Aujourd'hui, sur mon téléphone, je me connecte sur mon Office 365, sur mon Digital Workplace, pareil sur mon iPad, et je retrouve mon environnement de travail. Donc je pense que plus que de la mobilité, c'est aussi de s'affranchir des devices et de permettre à tout le monde de pouvoir accéder, quel que soit le matériel, à ces informations. Je crois que c'est quelque chose qui a vraiment changé la vie des avocats, quoi. Mais alors justement, si on poursuit cet angle-là, qu'est-ce qui, en tant que justement DSI, vous m'entendez? Oui. En tant que DSI, justement, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de Microsoft? Quand vous êtes posé la question, est-ce que vous avez ouvert à des réflexions sur d'autres solutions? Et est-ce que vous avez décidé d'être accompagné? Et quelle est l'importance peut-être de se faire accompagner dans ce genre de projet? Alors, on n'a pas trop regardé ce qu'ils faisaient à part Microsoft, on n'a pas regardé Google. On est très proche de Microsoft, donc notre stratégie elle est plutôt orientée Microsoft. Quand on a démarré ce projet, on s'est dit, au début, je vous rappelle, c'est migration Exchange. Donc mes équipes ont dit, on prend ce projet, c'est un projet technique, on va migrer les emails, etc. En fait, à la fin, on s'est aperçu que c'est un projet qui est 40% technique et 60% dans l'accompagnement au changement.
effectivement, il y a quelques sujets, comment je récupère mes emails, comment je gère la sécurité, mais le vrai enjeu, c'est comment je transforme l'usage des outils pour répondre à des besoins avocats. Donc pour ça, effectivement, on s'est fait accompagner, et je pense que ça a été une des clés du succès du projet. C'est-à-dire qu'une première, on a vraiment une phase d'accompagnement tout au long de ce projet. Donc je vous l'ai dit, on a commencé par des vidéos pour communiquer autour de ce que ces fonctions, ce que ces outils allaient apporter aux avocats. On a ensuite travaillé sur une communication assez régulière sur comment les usages allaient être transformés avec ces solutions. Évidemment, on a une formatrice au sein de la DSI qui forme l'ensemble des avocats sur ces sujets et sur comment, par exemple, non pas j'utilise Skype, mais comment j'organise une réunion aujourd'hui, une réunion avec des gens dans la même salle, une réunion avec des gens qui se trouvent dans nos bureaux à l'étranger, une réunion avec des clients qui ne sont pas forcément dans notre salle. Donc, ce n'est pas forcément l'utilisation de Skype, mais c'est l'usage pour organiser une réunion. Donc, je pense que la part d'accompagnement du changement, elle est fondamentale dans ce type de projet, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des outils, Word, Excel, PowerPoint, les mêmes qu'avant, et vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser tous les avantages de ce collaboratif. Et c'est vrai que c'est, pour les avocats qui sont quand même très familiers au papier, encore aujourd'hui, dire je travaille en collaboratif, je collabore sur un document, c'est pas forcément dans le mindset des avocats, donc il faut leur montrer l'intérêt et pourquoi ça permet de travailler de manière plus rapide et plus fiable également. Donc oui, j'insiste vraiment sur le fait que ce projet-là est 60% un projet d'accompagnement au changement, quoi. Très bien. Geoffroy, on a parlé de Teams tout à l'heure. Je crois que dans le cadre de votre activité sport au barreau et en particulier la préparation des Jeux internationaux des barreaux, vous avez justement mis en œuvre Teams pour collaborer avec l'ensemble des participants. Oui, alors déjà merci pour cette publicité, effectivement. Revenons sur l'événement. Du 8 au 12 juillet auront lieu les premiers Jeux internationaux des barreaux avec une partie académique et une partie sportive. Je vous dis ça aussi parce que vous verrez l'intérêt de Teams dans tout ça. C'est à l'initiative de notre actuel vice-bâtonnier Basile Adair. On réunira plusieurs confrères sportifs de barreaux de France, d'Europe et du monde autour de disciplines. Il est déjà prévu d'ailleurs que Basile gagne la pétanque qui aura lieu le vendredi. Il y aura aussi des festivités et avant tout un programme académique sur la place de l'avocat dans le sport, le mardi et le mercredi matin. D'autres petits détails, mais je vous invite à aller consulter le site de l'Ordre et aussi, pourquoi pas, à vous inscrire aux qualifications ou en tout cas à ce colloque. Ce qui est intéressant dans l'organisation de cet événement, c'est que déjà, il réunit plusieurs catégories de personnes. Il réunit votre serviteur, ce chef de projet sport au barreau. Il réunit les équipes de l'ordre des avocats, donc le personnel communication, le service international, qui ne sont pas sur le même site, le cabinet du vice-bâtonnier, l'événementiel. Il réunit aussi les prestataires, donc c'est les éditions droit du sport qui organisent le colloque, et il réunit aussi les organisateurs de l'événement sportif, qui est la Fédération française du sport d'entreprise. Donc tout ce petit monde-là, déjà, n'est pas sur le même site, même s'ils sont parisiens, ou même on a des Bordelais et d'autres personnes qui sont un peu plus éloignées, plus des correspondants à l'international. Et donc la première idée, ça tombait très bien parce que je faisais mon bon élève avec Xelia, c'était d'utiliser Teams. Parce que d'un coup d'un seul, à notre première, alors on fait des réunions de comité à chaque fois qu'on organise un événement, tous les mois, vous avez le comité de pilotage, le comité sportif, le comité académique, etc. Vous réunissez tout ça dans une équipe sur Teams, vous avez plusieurs canaux selon les sujets, et puis il faut monter un site internet, et puis il faut se mettre d'accord avec telle délégation, etc. Et on retrouve dans Teams le moyen de pouvoir se réunir à distance, de pouvoir échanger sur des sujets sans s'envoyer 50 000 mails, parce que Dieu sait qu'avec des organisateurs extérieurs et ensuite l'ordre des avocats et leur fameux système d'email, vous vous envoyez des pièces jointes, des formules de politesse et des trucs, vous êtes dans
la boucle, vous n'êtes plus dans la boucle, vous n'avez pas accès à leur serveur partagé. Du coup, avec Teams, on a pu charger tous les documents, échanger, rajouter des équipes, rajouter des personnes invitées qui, même s'ils ne sont pas sur Office 365 ou sur Microsoft Teams, peuvent l'utiliser en ligne, naturellement l'application. Et enfin, ça permettra, alors non pas pendant les épreuves sportives, mais au moins déjà sur le colloque, de pouvoir, si jamais un speaker a vraiment de l'intérêt pour l'événement, mais ne peut pas se déplacer parce que il est en Amérique du Sud ou en Asie, intervenir en direct dans la maison du barreau que vous connaissez. Donc on se projette dans ce logiciel que j'ai un peu despotiquement imposé à tout le monde, mais ça porte ses fruits. Voilà, en tout cas ça marche mieux que pour l'instant avec mes associés, mais c'est le projet chez 186. Nous sommes tous en train de nous former à Teams justement pour les raisons que je viens d'exposer, mais là il s'agit de gestion de cabinet d'avocats. Est-ce que ça répond tout à fait à ma question. Autre exemple, François-Xavier, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes coprésident de la commission logicielle et numérique, et vous avez aussi probablement pour l'animation de ces commissions des besoins de conférences ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Alors, je me permets d'en profiter pour excuser Delphine Galin qui devait être présente aujourd'hui et qui n'avait pas pu être là, donc j'en profite pour dire un petit mot. Voilà. Oui, tout à fait. Alors moi, il faut quand même préciser que c'est assez récent, hein, mon poste de coprésident. Je pense que Delphine, en tant que présidente de l'ACE, aurait été plus habilitée à parler sur ces sujets. Après, nous effectivement, on gère la commission de droit du numérique. Je pense que l'enjeu aujourd'hui pour l'ACE notamment, puisque l'ACE est basée à Paris, mais aussi beaucoup en région, il y a beaucoup de membres en région, c'est de pouvoir communiquer de façon efficace un peu partout, et aussi de faire bénéficier en fait tout le monde, tous ses membres, y compris en région, de tous les travaux des commissions, et notamment de pouvoir rendre accessibles en fait les travaux des commissions, les conférences en direct. Donc à ce sujet, la CE travaille en fait depuis un certain temps sur un projet de visioconférence et qui va être mis en place au premier trimestre, qui permettra en fait à chaque commission, parce que c'est une association qui est extrêmement active, il y a 30 commissions de travail, et chaque commission en fait pourra, chaque personne en région, parce qu'il y a des gens qui sont très actifs en région à la CE, pourra accéder en visioconférence et participer en direct en fait aux conférences et aux travaux de chacune des commissions. Donc ça c'est une vraie avancée puisque ça permet d'impliquer vraiment toutes les régions grâce aux outils digitaux justement. Donc ça c'est quelque chose notre cabinet est partenaire notamment du Syntec numérique, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels et des ESN. Donc nous, ça fait déjà quelques temps qu'on fait des webconférences aussi, parce que le Syntec numérique est beaucoup implanté en région. Et je dirais que c'est un peu la transposition de ça au niveau de la CE. On a pu constater que c'était extrêmement efficace, puisque ça permet vraiment de mobiliser du coup tout le monde sur tout le territoire, grâce aux outils digitaux. Très bien, je pense qu'on a eu un bon panel de différents usages, que ce soit dans vos organisations en tant qu'avocat, en tant que juriste, mais également dans vos participations dans d'autres activités. Je voudrais juste aborder quand même, au-delà de tout ce côté très sympa, est-ce qu'il n'y a pas en fait finalement un petit peu des craintes aussi dans cette nouvelle façon de travailler? Et Philippe, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, c'est pas parce que tout est ouvert qu'il faut pas quand même s'interroger sur la sécurité, comment transite l'information, à qui elle appartient, est-ce qu'elle est dans le OneDrive du collaborateur, est-ce qu'elle est dans la GED de l'organisation? Voilà, quelles sont un petit peu vos réflexions en termes de sécurité? Alors, la sécurité, nous, elle est au cœur de tous nos projets informatiques, c'est clair. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, toutes les attaques quotidiennes que tout le monde subit, et encore, jusqu'à l'année dernière, en France, on n'était pas obligé de communiquer sur les attaques, comme le font les Américains. Donc, chaque projet, on a une couche sécurité qui est importante. Premier sujet était où sont nos données? Voilà. Où sont nos données? On va migrer dans Office 365, on va déplacer nos emails qui étaient à Paris chez Microsoft. Où sont nos données? On a fait ce projet parce qu'effectivement Microsoft avait un engagement et avait un projet de déployer ses data centers en France, et nous c'était une condition, on voulait que nos données restent en France. Donc le fait que Microsoft investisse en France sur des data centers nous a permis quand même de lancer ce projet.
Sinon, je ne sais pas si on aurait réellement migré l'ensemble de nos emails dans le cloud Microsoft. Ensuite, en termes de sécurité des usages, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que, encore une fois, c'est vrai que c'est facile et aujourd'hui tout le monde a un Google Drive, tout le monde utilise Dropbox de manière assez simple, avec tous les risques qu'il y a derrière de virus, d'attaques. Donc la difficulté, nous à la DSI, c'est de permettre ces usages, de répondre aux besoins des avocats, tout en garantissant la sécurité du système d'information. Donc effectivement, on a en place une gouvernance qui est assez stricte sur les usages de ces solutions. Par exemple, on parlait de OneDrive. Aujourd'hui, OneDrive n'est pas ouvert à l'extérieur parce qu'on ne contrôle pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer sur OneDrive. On ne veut pas que les avocats utilisent OneDrive comme la GED et on ne veut pas que nos données soient publiées sur un OneDrive que l'avocat pourra récupérer à tout moment. Donc on a décidé d'utiliser OneDrive en collaboration en interne, également pour Teams. Teams, c'est vrai que c'est assez pratique, mais en tout cas, les deux exemples que j'ai compris, c'est que vous l'utilisez dans le cadre du barreau et dans le cadre de la CE, mais pas encore vraiment au niveau de vos cabinets. C'est en cours. C'est en cours, donc, donc nous, c'est les mêmes réflexions. C'est l'accompagnement au changement. Exactement, je crois que c'est clé. Mais c'est pareil, c'est facile d'ouvrir un Teams. Une fois que j'ouvre un Teams, voilà, nous on a mis Teams il y a plus d'un an à la DSI, on doit avoir 60 Teams ouverts aujourd'hui. Comment on les contrôle et encore une fois, c'est un j'ouvre un Teams à l'extérieur, l'avocat va ouvrir son Teams. Comment je contrôle les données qui sont partagées avec le client? Une fois que le dossier est fini, comment je contrôle que l'avocat va bien clôturer son Teams pour ne pas garder du volume chez Microsoft et avoir des factures assez importantes au niveau d'Azure? Donc cette sécurité, elle est extrêmement importante et je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Oui, il faut donner, il faut répondre aux besoins des avocats et tu parlais des millennials, c'est clair. Hein. Hier encore, une avocate montrait ce qu'elle avait développé sous Trello pour gérer on en parlera après, mais ces procédures. Donc il faut essayer de contrôler quand même le shadow IT parce que derrière, je crois que les enjeux sont extrêmement importants en termes de sécurité, voilà, en termes d'image et également. Si nos données se retrouvent sur le net, je crois qu'en termes d'image, ça serait assez catastrophique. Donc tout projet, on voit l'usage, mais on a un RSSI qui valide tous les aspects sécurité. Effectivement, Microsoft ou Diapaz, vous avez toutes les certifications nécessaires pour, en tout cas, qui répondaient nous, à nos exigences, quoi. Alors Olivier, en tant que représentant de Microsoft aussi, est-ce que vous pouvez compléter justement l'approche sécurité portée par Microsoft? On l'a bien vu tout à l'heure dans la présentation faite par Cyril que Microsoft se positionne en accompagnant ses clients et a mis vraiment beaucoup d'investissements pour être présent en France. Jérôme a abordé aussi le fait d'être devenu un des premiers data centers en France certifiés hébergement de données de santé. Voilà, quelle est la démarche de Microsoft vis-à-vis de la sécurité des données? Alors sur ce sujet, avec beaucoup d'humilité de ma part, parce que évidemment je suis juriste, donc tout ce qui est sécurité, ça implique vraiment des notions techniques que je n'ai pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement la sécurité, c'est un point crucial chez Microsoft. Le fait de quelque part se déposséder de ces données, la garantie de sécurité, elle doit être à 100%, parce que sinon pour nos clients, il y a une vraie crainte de perte de données, de fuite de données. Donc pour nous, dans notre modèle économique, c'est vraiment central. Donc cette sécurité, elle se traduit par différents engagements. D'une part, la mise en place de solutions de chiffrement des données. Par exemple, à travers la suite Office, vous pouvez crypter certains emails, crypter certains documents, empêcher qu'en fait ils soient transmis, enfin en tout cas prévoir qu'ils ne soient transmis qu'entre certains groupes de personnes et empêcher tout transfert. Ça permet notamment quand vous avez des stagiaires en fin de stage qui arrivent avec leur clé USB, qui la plug et qui repartent avec tous les dossiers sur lesquels ils sont intervenus. Nous, en termes de sécurité, on a d'une part une sécurité matérielle puisque toutes les données de nos clients sont hébergées dans des data centers qui sont répandus dans le monde entier. On en a plus d'une centaine. Ça signifie que quand on ouvre un accès au cloud Microsoft, les données sont hébergées dans plusieurs serveurs sur un même data center, mais ces données sont également redondées sur d'autres data centers. Ça signifie que si demain, par exemple, il y a un énorme problème, on est obligé de couper un data center, pour le client, c'est complètement transparent, le service est redirigé sur un autre data center. Donc ça permet d'avoir une continuité dans l'activité de nos clients de 100%.
Ça reste en Europe, hein. Il n'y a aucune donnée qui part aux États-Unis. Ça reste en Europe. Ensuite, ça dépend des clients. Certains clients ne veulent pas nécessairement être hébergés en Europe. Effectivement, on a 2 data centers en France qui ont ouvert en 2018. On a des politiques d'accès à ces sites qui sont extrêmement sécurisées, avec vidéosurveillance, contrôle d'identité. Nos salariés ne peuvent accéder qu'aux partie des traitements pour lesquels ils ont besoin d'en connaître. On a tout un tas de processus de gestion d'accès qui empêchent qu'ils connaissent d'autres types de données. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a effectivement un certain nombre de certifications, comme vous le rappeliez. Il faut savoir que Microsoft, par rapport à ses concurrents, on a 2 fois plus de certifications que qu'Amazon et Google réunis. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que nos concurrents ont des mesures de sécurité inférieures, ça veut juste dire qu'ils ne font pas un effort de transparence comme celui de Microsoft. Nous, sur notre site internet, on détaille toutes les mesures de sécurité par type de catégorie que vous pouvez retrouver si jamais ce sujet vous intéresse. Et on publie également toutes les certifications et tous les contrôles d'audit qui sont menés pour être conformes à ces certifications. On a donc SOC 1, SOC 2 comme type de normes. On a tous ceux de la famille ISO 27000 et on a été certifié HDS, donc l'hébergement des données de santé. C'est un peu un parcours du combattant. En octobre 2018, on a été le premier hébergeur cloud à recevoir cette certification. Donc on dispose d'une vraie expertise sur ce sujet. Ensuite, moi, sur la question de la sécurité, je suis toujours amusé parce que quelque part, le cœur d'activité de Microsoft, c'est aussi la cybersécurité. Et nos clients, en fait, c'est pas le cas. Donc souvent, on a des gens qui viennent nous voir en disant oui, mais moi, j'ai peur de me déposséder de mes données, j'ai peur de les donner à un acteur américain. Je préfère les conserver sur mon ordinateur et avoir un petit disque dur de sauvegarde là il y a toutes mes archives. Moi, franchement, en termes de sécurité, ça me fait très peur. C'est-à-dire que demain, il y a le moindre problème, le disque dur tombe, vous perdez vos archives et votre poste de travail, il est sécurisé avec un antivirus et un pare-feu. Il faut quotidiennement le mettre à jour. Comment vous faites sur les autres postes de travail de votre cabinet? Chacun son domaine d'expertise. Nous, c'est la cybersécurité. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Juste Henri, pour compléter, quand je parlais d'accompagnement, je crois que c'est très important quand on travaille sur ce type de projet, de travailler avec un intégrateur qui a une vraie vision également sécurité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, contrôler la sécurité en interne, c'est compliqué, mais c'est gérable. On met des firewalls, on contrôle les accès. Par contre, le fait d'accéder, ce que je vous disais tout à l'heure, à nos données depuis n'importe quel device, c'est-à-dire que là, on ne contrôle plus la sécurité. Lorsqu'un avocat se connecte sur la plateforme Office 365 depuis son PC, il ne repasse pas par le système d'information du cabinet, donc il ne repasse pas par nos couches de sécurité. Et on doit s'assurer que les personnes qui se connectent sont vraiment les bons utilisateurs. Et là-dessus, il y a des couches de sécurité qui existent, il y a des solutions qui permettent de contrôler ces accès-là, mais effectivement, il faut travailler avec des intégrateurs qui ont cette approche sécurité, cette dimension sécurité. Sinon, on met un produit en place, effectivement, ça va nous permettre de la collaboration, de la mobilité, et puis un jour, hop, on va se faire prendre nos données parce qu'on n'avait pas contrôlé suffisamment les accès aux données. Donc je crois que l'accompagnement, il est à la fois sur les usages, mais également sur l'intégration et sur la sécurité, quoi. Pour illustrer ce que vous venez de dire, effectivement, dans le cadre du projet sur lequel nous avons travaillé ensemble et petite transition sur l'atelier qui va suivre sur l'agenda des procédures. Effectivement, on a mis en place ce qu'on appelle un SSO, une authentification en utilisant l'authentification Azure qui était déjà mise en œuvre au sein de la DSI pour déployer la solution Diapaz sans réutiliser une nouvelle forme d'authentification, mais bien garder une bonne intégration de bout en bout du processus de sécurité. Avant de donner la parole peut-être à la salle, si jamais il y a des questions, est-ce que vous voulez avoir un petit mot pour conclure, parler éventuellement de vos futurs enjeux en termes de Modern Workplace? Choisissez. J'ai juste constaté dans la salle, c'était plus moi pour conclure que le message que veut passer 186 dans sa stratégie d'évoluer vers ce qu'on appelle justement Modern Workplace, et c'était bien cette différence entre digital et moderne, parce que effectivement, le Modern Workplace implique, et c'est le sujet du jour, beaucoup de digital, mais le moderne implique aussi une façon de faire évoluer les mentalités et la manière de pouvoir appréhender et gérer son cabinet. Alors, c'est pas un morceau de flûte que je veux vous jouer, mais c'est un vrai message pour motiver
les équipes de 186 qui sont là. Et d'ailleurs, je rends hommage à mon associé préféré, Vandry Speer, qui est très concentré sur l'évolution et la gestion du cabinet au quotidien à Egal Pace. L'autre message que je veux faire passer, c'est qu'en fait, on n'a rien inventé. Je vous parlais tout à l'heure de 186 Services, qui est la société d'exploitation commerciale entrepreneuriale. Je vous ai dit, on a juste pompé l'objet de la société civile de moyens en le faisant évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Mais tout ça a été inspiré, pour vous dire encore, j'insiste, j'ai rien inventé, par des gens, et notamment certains qui sont dans cette salle. Moi, quand je me suis installé, la première personne, ou en tout cas la première entité que j'ai consultée, c'était le barreau entrepreneurial, et je sais que son fondateur et dirigeant est dans cette salle. J'ai beaucoup appris, alors c'était un petit peu plus ponctuel, mais c'était dans ce qui a mené à cette mission sport au barreau pendant les fameuse campagne que vous connaissez au bâtonnat, où j'ai découvert Avocap 2.0 et son fondateur et représentant est dans cette salle aussi, et j'ai pu découvrir la manière dont l'espace collaboratif était exploité, et ça date déjà depuis quelques années. Et enfin, quand j'étais pas encore avocat, mais toujours étudiant, bon, on a déjà discuté, l'ACE, qui est représentée aujourd'hui, qui a une approche aussi sur le Modern Workplace, et c'était il y a 12 ans. Donc et enfin, je sais que c'était interdit, mais je rends hommage à Denis Moulard, par qui j'ai pu découvrir cette solution et toute son équipe, qui constitue un véritable socle. Encore une fois, des outils, mais un véritable socle pour faire évoluer sa propre mentalité, sa propre approche, et les mentalités, et c'est pas tous les jours facile, la mentalité de ces équipes vers le modern workplace. Et je me tais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... On peut les applaudir, probablement. Oui, je vais récupérer un micro. Hop. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants? Est-ce que vous avez une version d'essai de Diapaz? Merci. Ah. Alors, qui répond? Qui en table ronde veut répondre? Alors, aujourd'hui, Diapaz ne travaille pas en mode version d'essai. En revanche, on sera tout à fait disposé à vous faire des démonstrations de notre produit pour vous montrer un petit peu comment on l'utilise. Voilà, donc ça fait partie un petit peu de notre façon de travailler. On est moins à l'aise à l'idée de laisser notre logiciel ouvert à la concurrence via des versions d'essai. Une autre question? Tenez. S'il vous plaît. Alors, c'est un petit peu à part sur... moi, je suis très convaincue par votre Modern Workplace, et j'ai mon informaticien qui réfléchit également. Il y a une chose qu'on aborde peu, c'est le droit de la santé, et puis le droit à la déconnexion. Et il se trouve qu'on a un avenant dans la convention collective des cabinets d'avocats qui est un petit peu sévère à cet égard. Je voulais savoir comment vous vous positionnez en tant qu'avocat dans vos cabinets respectifs. Donc, on nous encourage, on a un avenant qui nous demande d'éviter les connexions non filaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet avenant. Exactement. Alors, qui se jette sur cette réponse? Les avocats. Bon, vous êtes plus que deux, on a enlevé... Alors, pour vous laisser le temps de réfléchir à cette réponse, je peux donner un élément. Nous, en tant que Xelia, on a déployé toutes ces solutions il y a déjà plusieurs années et on a travaillé, on n'a pas cette contrainte la même que la vôtre, mais on a mis en œuvre une charte du droit à la déconnexion pour un peu plus de nos 100 collaborateurs que nous avons chez Xelia. Et justement, les outils comme Teams l'ont anticipé. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait paramétrer dans ces outils les moments où on souhaite être sollicité. Et donc, on peut définir les heures de la journée à partir de laquelle on ne recevra plus de notifications de telle heure à telle heure, et également pour les journées de la semaine. Et donc, on peut tout à fait décider de bénéficier des outils de la mobilité, de la flexibilité de l'organisation qui va avec, sans pour autant être dépendant de cette connexion permanente. Et après, libre à chacun de voir comment il s'organise, mais il faut lui permettre d'avoir
avoir ce droit à la déconnexion. Et ça, ces outils-là le permettent. Et avec, voilà, on peut très bien bloquer entre 9h, au-delà de 19h et jusqu'à 8h, on peut bloquer les notifications. Pareil pour le week-end. Voilà, c'est un élément de réponse technologique. Maintenant, c'est... Je compléterai juste, parce que nous aussi, on n'est effectivement pas avocat, mais on a exactement le même sujet du droit à la déconnexion. Et effectivement, dans la façon dont les outils Microsoft sont paramétrés, par exemple, sur notre agenda, quand on a des plages, les plages horaires de réunion autorisées sont entre 9h et 18h. À partir du moment où vous acceptez une réunion en dehors de ces plages, vous avez un message de notification qui vous dit attention, vous êtes en dehors des plages autorisées, est-ce que vous êtes sûr de le faire? Même chose pour les envois d'emails, on nous recommande de bloquer les mails au-delà de 19h, je crois, et que ça parte à partir de 9h du matin. Donc il y a un envoi différé. Et c'est encore une fois un droit à la déconnexion, c'est pas une obligation. Donc on a toujours la possibilité d'accepter si jamais on a envie ou... Voilà. Oui, je pense que, pardon, c'est important, je rebondis là-dessus, c'est important de faire cette distinction parce que ça crée aussi de la souplesse et de l'agilité dans l'organisation de sa journée de travail. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette possibilité d'organiser sa journée peut-être un petit peu différemment. Ça crée du bien-être au travail de pouvoir partir un petit peu plus tôt parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin, mais j'ai cette possibilité de pouvoir continuer au-delà de mes horaires traditionnels. Et c'est pour ça qu'on doit avoir cette double composante entre l'agilité que j'obtiens avec cette Modern Workplace et ce droit à la déconnexion pour ne pas le subir. On parle de droit à la déconnexion ou quand vous parlez de, alors très modestement j'ignorais cet avenant, mais de connexion non filaire, ça veut dire les ondes, le Wi-Fi, etc. D'accord. Alors pour compléter la réponse du droit à la déconnexion, je vais tenter de frimer et de vous raconter à quel point je suis taré avec le matériel informatique. Frimer pourquoi? Parce qu'on a décidé, d'équiper tous les collaborateurs de cabinet en recyclant les précédents ordinateurs portables, mais que tout le monde ait un ordinateur portable, parce qu'on vous parlait au début, en ce qui concerne 186, de multisites. Donc on ne va pas tous les jours à Nantes, même si c'est pas très loin, mais on a nos bureaux rue d'Amsterdam et on a aussi, on va dire, prolongé l'espace de travail dans un centre de cowork qui est un client du cabinet, qui est à 50 mètres. Et donc nous avons nos assistantes préférées qui tournent entre 186 services et le cabinet. On a les collaborateurs aussi qui sont équipés de laptops. Et en fait, on est organisé de telle manière que, alors chacun a son, on veut pas dépersonnaliser les bureaux, chacun a son bureau, le décor comme il veut, mais quand quelqu'un est absent, on a le système du, non pas plug and play, mais plug and work, c'est-à-dire qu'il y a un écran, il y a un combiné, ou une pieuvre, ou un poulpe, enfin il y a tout le matériel qui fait pour on se branche. On se branche et on peut travailler. C'est le cas pour les assistantes qui utilisent leur ordinateur pour les associés, pour les collaborateurs qui peuvent éventuellement se connecter à distance pour les raisons et les avantages que Henri vient de définir. Mais après avoir un peu frimé, ce qui me rend taré, c'est la connexion à quelque chose de parfait. Donc quand on a installé nos imprimantes, notre système d'information, j'ai tout regardé sur le RJ45, ces branchements, la 6e génération, bientôt la 7e, vous m'en direz, pour qu'on puisse justement être connecté au filaire. Même chose pour les équipements. On a arrêté les Bluetooth et les machins. On a du plug USB, les souris, c'est pareil, pour que tout ça soit connecté. Alors, non pas pour satisfaire à ce fameux avenant, mais pour que ça marche techniquement. Et ça marche techniquement. Alors après, on a une zone Wi-Fi dans chacun de nos sites qui nous permet de, on part en réunion, on se débranche et puis on reste connecté au réseau, etc. Mais voilà, alors que j'ignorais cet avenant, comment nous, par une simple attitude un peu freak, on y répond favorablement. Je ne sais pas si tu voulais compléter, FX. C'était vrai. C'était pour t'entendre dire ça, ça me va. Peut-être une dernière question. Je vais juste rajouter un petit point. Je crois que ce n'est pas un sujet technologique. Hein. Je pense que c'est plus une question de maturité alors, je parlais pour CMS et je ne suis pas avocat, donc je ne peux pas de dire, mais plus une maturité de nos associés. Droit à la déconnexion, ça fait peur. Comment ça? Je ne vais pas joindre mes jeunes collaborateurs à 23h sur un dossier. Télétravail ou mobilité, ce n'est pas encore acquis. Donc, on travaille, nous, sur ces sujets pour qu'aujourd'hui, effectivement, nos avocats puissent vraiment avoir de la vraie mobilité du télétravail et pas simplement rester chez eux, mais du télétravail. Et je crois que c'est une question de maturité plutôt des associés que des sujets techniques, quoi. Madame.
Oui, bonjour, Séverine Vieuil, donc je travaille au Barreau entrepreneurial aux côtés de Laurent Samama. On a l'occasion de rencontrer régulièrement les avocats puisqu'on leur propose des formations pour leur permettre justement d'évoluer, de s'outiller. Et le retour que l'on a, que l'on constate, c'est souvent pour les individuels, puisqu'il y a quand même une grande majorité d'avocats individuels, la crainte que cet outil ait un coût et finalement de ne pas pouvoir en bénéficier. Donc ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il faut finalement, pour pouvoir bénéficier de ce genre d'outils, avoir déjà un cabinet suffisamment structuré ou finalement un avocat installé seul peut y accéder assez facilement, notamment au niveau du coût? Alors, la réponse est oui. Pour éviter de faire quelque chose de trop commercial, je vais vous orienter sur les plaquettes que nous avons installées. Vous verrez, il y a une plaquette en particulier en partenariat avec Microsoft. Nous avons développé une offre qui s'appelle Diapaz 365, qui est vraiment la vision de cette Modern Workplace pensée pour le métier de l'avocat. Donc, nous, on apporte cette expertise et cet accompagnement. Donc, on se positionne justement, parce qu'un avocat qui est tout seul, déployer un Office 365, c'est pas forcément facile. Mettre en œuvre son nom de domaine, aller configurer son tenant, etc. Tout ça, c'est des mots un petit peu compliqués. C'est notre rôle d'accompagner ces structures. Nous accompagnons au quotidien des avocats indépendants sur cela. Et après, il a, dans l'offre que vous verrez, la plaquette, ça commence à 7,90 par mois, ça va à 19,90. Donc, c'est en fonction de ses choix et de la façon dont il veut sécuriser son organisation, eh bien, il va pouvoir tout à fait prendre ces solutions et commencer déjà en faisant autre chose que juste une boîte Gmail, que juste un drive quelque part dont il ne sait pas où sont les données, il ne saura pas comment se positionner quand son client lui dira « Bon, j'imagine vous êtes conforme RGPD ». Bon, et là, il ne saura pas quoi répondre. Voilà. Donc, dans cette dimension d'accompagnement, il y a ces solutions. Et derrière, soit dès le démarrage, si son organisation le permet, parce que comme le rappelait Cyril aussi, il ne faut pas oublier que cet investissement, en fait, dans ce système d'information, ça lui rapporte probablement beaucoup plus que le temps qu'il passe à devoir le gérer. Donc, il peut y avoir des investissements, peut-être progressifs, mais aller déployer un système de gestion qui lui permet de saisir son temps et de facturer simplement, probablement qu'il aura largement rentabilisé ça plutôt que de réduire le montant de sa facture. Alors, je me permets de dire un mot là-dessus, justement, en tant que petite structure. Nous, on a commencé à deux sur l'outil et très sincèrement, je ne suis pas du tout là pour faire la communication, le commercial, mais c'est un gain d'efficacité, c'est un gain d'argent conséquent aussi, ne serait-ce qu'en termes de gestion des dossiers, de la facturation. Enfin, nous, on s'est rendu compte que c'est bête, mais on facturait beaucoup plus en fait parce qu'on ne rentrait pas tous les temps avant. On se structure, ça se force aussi à se structurer en fait, à structurer son cabinet et à pas fonctionner de façon archaïque. Et vraiment, c'est un gain d'argent et d'efficacité qui est considérable, quoi. Après, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face non plus. C'est beaucoup d'investissement au départ parce qu'un outil, pour bien maîtriser un outil, surtout un outil qui permet de gérer toutes les activités du cabinet, c'est énormément de temps et d'investissement au départ. Et il faut se dire, bah voilà, je vais passer des dizaines d'heures à comprendre l'outil, à l'utiliser. Je ne vais pas bricoler avec, je vais vraiment utiliser toutes ses fonctionnalités. Et c'est sûr que les premiers mois, on perd beaucoup de temps. C'est une réalité, en fait, on perd beaucoup de temps. Mais après, le gain de temps, il est juste considérable, en fait. Bien, eh ben, un grand merci à tous.